Bénédicte, notre ingrédient a passé l'étape de l'extraction, il entre maintenant dans l'étape de la caractérisation. Peux-tu nous en dire plus? Alors sur l'ingrédient final obtenu, quelle que soit sa forme, que ce soit un extrait brut, un extrait purifié ou une molécule pure, nous allons réaliser différentes analyses pour justement les caractériser. Il faut savoir que chaque végétal est unique et va être constitué d'un mélange complexe d'une plusieurs centaines de molécules, ce qui fait aussi sa spécificité par rapport à un ingrédient d'origine biotech. Et toi, du coup, Mathieu, quelles sont les difficultés que tu rencontres lorsque tu analyses les ingrédients botaniques? Eh bien, comme précisé à l'instant par Bénédicte, chaque plante est unique et est considérée comme un mélange complexe de molécules aux propriétés chimiques bien différentes. On pourra citer par exemple les métabolites primaires que sont les sucres, les acides aminés ou les lipides, ou les métabolites secondaires tels que les terpènes, les polyphénols. Tous ces composés vont se retrouver ensemble au sein de l'extrait botanique et la difficulté pour les quantifier et les identifier va être de 2 points. À savoir pouvoir les extraire spécifiquement de la matrice et faire un choix le plus adapté possible pour pouvoir les analyser avec le bon instrument et pouvoir les détecter. Merci Mathieu. Je vois que nous rentrons dans une étape cruciale du développement. Là, je me tourne vers toi, Anne. Nous parlons de naturel, donc nos extraits botaniques. Pourquoi ont-ils besoin de subir autant de tests poussés du point de vue safety? Cette question sur la composition des plantes est fondamentale pour assurer la traçabilité, la transparence et l'uniquité de nos ingrédients. Comme l'a dit Mathieu, les plantes contiennent des centaines de molécules qui vont interagir entre elles, mais aussi interagir avec notre peau. Et la question va être, est-ce que ces molécules vont respecter notre peau ou vont-elles être toxiques? Pour le savoir, nous recherchons des données scientifiques, des données toxicologiques, des usages traditionnels sur les plantes et molécules associées pour se faire une première idée. Et de façon systématique, nous recherchons les allergènes et pesticides en collaboration avec la R&D et avec le laboratoire de recherche analytique d'Avignon. Et Bénédicte, au niveau de la R&D, finalement, quelle est l'approche qui a été mise en place pour répondre à ces besoins safety et réglementaires? Alors au niveau R&D, notre approche est constituée de 3 étapes. La première étape, c'est essayer d'avoir une vue la plus exhaustive possible de la composition de notre extrait, que ce soit au niveau des métabolites primaires et des métabolites secondaires. En général, on va faire appel à 2 technologies de pointe qu'on appelle la résonance magnétique nucléaire et la spectrométrie de masse. Mais pour cette dernière technique, je vais laisser Mathieu vous en parler plus spécifiquement. Effectivement, donc la technique de LCMS s'est très largement démocratisée au sein des laboratoires de recherche analytique. Le travail d'identification par LCMS s'appuie sur 3 données fondamentales. D'une part, la détermination d'un temps de rétention, c'est la chromatographie liquide qui nous l'apporte, et elle est spécifique à un système donné et à une molécule donnée. Ensuite vient la détermination d'une formule brute, c'est la spectrométrie de masse. Grâce à la haute résolution et le massif isotopique, une déconvolution permet l'obtention d'une formule brute, par exemple C6H12O6 pour le glucose. Enfin, le spectre de masse de fragmentation qui va nous permettre de reconstituer les morceaux et d'identifier des fonctions chimiques particulières, par exemple la perte d'un sucre, une fonction alcool ou une fonction amine. On peut ainsi détecter en une seule injection des dizaines de composés qui vont nous permettre a posteriori d'être utilisés comme marqueurs spécifiques de l'extrait en question. Donc si je suis bien, c'était la première étape. Bénédicte, quelle est la deuxième étape? Alors sur la base de cette étude, donc comme on vous l'a précisé, on a une vue assez exhaustive de la composition en métabolites secondaires de l'extrait. Donc on a pu identifier les molécules principales. Dans le jargon technique, on appelle ça les traceurs, voire les phytomarqueurs lorsqu'on parle d'ingrédients botaniques. Donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va y avoir Maëlys, donc notre ingénieur avec qui vous avez pu faire connaissance précédemment, qui va développer une méthode analytique pour pouvoir quantifier spécifiquement ces phytomarqueurs. Et on va généralement faire ça par chromatographie liquide couplée à l'ultraviolet. On peut prendre l'exemple de Mangixil, comme vous pouvez voir sur la slide, ou sur le chromato qui est situé sur votre droite, on a identifié 4 molécules principales. Et on va réaliser la quantification du composé majoritaire qui est la mangiférine. Très bien. Et si je continue de suivre, il nous reste une troisième étape. Alors la troisième étape va consister à définir les paramètres, plus particulièrement les spécifications que vous allez voir apparaître sur la fameuse fiche technique que vous connaissez tous, fiche technique de nos ingrédients.
il y a 3 principaux paramètres qui apparaissent. Donc les caractéristiques dites organoleptiques, par exemple tout ce qui est aspect, couleur, odeur. Ensuite, on va avoir les caractères physico-chimiques. Donc dans le cas d'extrait liquide aqueux, on va voir apparaître notamment le pH, la teneur en conservateur, la teneur en molécules actives et la matière sèche. Alors je sais qu'il y a souvent des questions qui reviennent de nos commerciaux sur qu'est-ce que c'est la matière sèche. Alors tout simplement, la matière sèche d'une plante, qu'est-ce que c'est? Ça va être la quantité d'extrait sec qu'on a dans notre ingrédient final une fois qu'on a éliminé les autres constituants qui sont les solvants. Dans le cas des poudres, au niveau des propriétés physico-chimiques, on peut avoir tout ce qui est granulométrie, densité. Dans le cas des huiles, on peut avoir comme paramètre par exemple, l'indice hydroperoxyde ou encore la composition en acide gras. Et enfin, le dernier critère qui est assez commun et classique, c'est les caractères microbiologiques. Très bien, merci infiniment à vous deux. Anne, je me retourne vers toi. Quelle est l'approche qui a été mise en place du point de vue safety sur nos ingrédients botaniques? Alors, notre approche, comme l'ont dit Bénédicte et Mathieu, les plantes contiennent des centaines de molécules et c'est pour cela qu'elles sont reconnues comme complexes à l'échelle internationale. Et c'est aussi pour cela que le RAPS, le Regulatory and Product Safety Science, participe à des working groups, à des consortiums à l'échelle internationale pour mieux connaître les plantes. Et du coup, dans son département, est-ce que tu peux donner une précision sur combien vous êtes par exemple? Le RAPS Givaudan représente une centaine de collaborateurs répartis à l'échelle internationale pour mieux traquer les évolutions dans le domaine de la réglementation, de la santé humaine et de l'environnement. J'ai noté que tu avais parlé de groupe de travail international. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, en Europe, les plantes sont déjà appelées mixtures. Cela veut dire déjà donc des mélanges complexes d'ingrédients. Et c'est pour cela que la Commission européenne a mis en place des working groups, donc des sessions de travail, pour vraiment travailler et structurer l'évaluation pour la santé humaine des extraits botaniques. Nous y participons. Très bien, donc là on a parlé de l'Europe et les USA. Pour les USA, les plantes sont appelées NCS, Natural Complex Substances. Là aussi une certaine complexité et là aussi donc, nous participons à des consortiums comme le Botanical Safety Consortium. Nous travaillons également avec le RIFON, le Research Institute, et nous partageons également nos données toxicologiques à des comités du Personal Care Product Council. Donc tout ceci pour dire que la complexité des plantes est vraiment reconnue à l'échelle internationale et pour Givaudan et moi-même, c'est extrêmement important de partager ces sessions de travail, ces échanges pour mieux connaître nos plantes et encore mieux les sélectionner. Et du coup, j'imagine que suite à ces groupes de travail, une stratégie safety a été mise en place. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, nous avons une stratégie d'évaluation pour la santé humaine chez Givaudan et elle est particulièrement adaptée dans le cas des extraits botaniques. Dans ce cas, nous adaptons en fonction de la composition des extraits botaniques, des propriétés physico-chimiques, de la couleur de ces extraits pour encore mieux peaufiner nos protocoles. Et notre raisonnement, il est bâti à partir de key events ou des étapes clés qui commencent dès le premier contact sur la peau et qui ensuite passent par les cellules cutanées, par la peau et par l'organisme complet humain. Tu as parlé de premier contact cutané. Quel est-il? Le premier contact cutané est le microbiote cutané et c'est un domaine d'expertise pour Givaudan. Dans ce cas, nous recherchons si les molécules actives des extraits botaniques interagissent avec le microbiome cutané, si ces molécules sont transformées, métabolisées. Et c'est ce que nous avons démontré pour Synchronate, notre extrait de gardenia. Ensuite, nous recherchons si les molécules actives et les métabolites vont plus ou moins pénétrer la peau et interagir avec des récepteurs cutanés. C'est aussi le cas de Synchronate. On a démontré une interaction avec les récepteurs de la mélatonine pour des effets bien-être. Y a-t-il d'autres étapes finalement? Bien sûr, ce n'est que la première. Les autres étapes, pour des raisons éthiques, on va dire, on commence déjà par des tests sur des cultures de cellules cutanées et des tests également sur des modèles de peau en 3 dimensions. Ce sont les premières étapes. Très bien, Anne, et si je peux me permettre, c'est une autre question. Que se passe-t-il au niveau des cellules cutanées? Alors, le premier contact avec les cellules cutanées se passe avec les kératinocytes, les cellules de notre épiderme. Et ce sont vraiment les cellules sentinelles pour les réactions de sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est une étape clé, challengeante et à vérifier spécifiquement pour les extraits botaniques. Cela tombe bien parce que la sensibilisation fait aussi partie des domaines d'expertise de Givaudan
puisque Givaudan a mis au point le test in vitro du kératinosense et nous l'avons particulièrement adapté pour les extraits botaniques. Du coup, on va peut-être préciser plus sur ce test. Est-ce que tu peux encore nous en dire un peu plus? Dans ce cas, nous testons le comportement des kératinocytes en présence des extraits botaniques. Et s'il y a un potentiel allergène, il y a amplification d'un mécanisme, le NR2 pathway, et nous screenons tous nos extraits botaniques par ce test du kératinosense et un deuxième test, le TBRL. Et avec ces deux tests, cela nous permet de vraiment conclure et d'assurer qu'il n'y a pas de potentiel allergène aux doses recommandées. Vu le contexte, j'ai une petite question qui me brûle les lèvres. Et au soleil, que se passe-t-il? Bonne question Mélanie. Nous sommes au soleil, la peau absorbe les UV, les plantes peuvent absorber les UV et malheureusement les molécules dans les plantes peuvent devenir toxiques. Donc dans ce cas, nous vérifions ce qui se passe au niveau des fibroblastes, les cellules de notre derme, qui sont particulièrement endommagées lors des expositions UV. Donc là, nous réalisons un test in vitro sur des fibroblastes en présence des extraits botaniques avec et sans présence des rayons UV. Nous comparons les résultats et nous vérifions s'il n'y a pas de potentiel phototoxique. Te voilà rassurée. Effectivement, vous la rassurez. Merci Anne. Et plus globalement, au niveau de la peau, que se passe-t-il? À cette étape, nous réalisons des tests sur des modèles de peau en 3 dimensions et nous vérifions à nouveau qu'il n'y a pas d'effet toxique, ce qui laisse prédire une très bonne tolérance cutanée. Allez, je suis très curieuse, j'en ai encore une pour toi. Et au niveau de l'organisme, que se passe-t-il? Oui, notre organisme est aussi globalement exposé. Et là aussi, nous analysons les données d'exposition des futurs consommateurs. Et donc, pour cela, nous recherchons les données de toxicité répétée, les données de reprotoxicité, et nous déterminons des doses en évitant tout effet adverse et en se prenant des marges de sécurité. Et de plus, tous nos extraits botaniques sont testés avec des tests de mutagénicité pour bien vérifier qu'il n'y ait pas d'effet mutagène. Merci beaucoup Anne. J'ai encore une question quand même. Comme toutes les femmes, j'ai beaucoup de produits dans ma salle de bain. Comment ils sont testés ceux-là? Rassure-toi Mélanie, avec la recherche et développement, nous réalisons des tests cliniques sur sujets humains. Ceci se passe sous contrôle dermatologique et selon les futures conditions d'utilisation. Cela veut dire, suivant la dose recommandée, suivant la zone d'application, c'est-à-dire le corps, le visage, suivant aussi la population cible, le type de peau, l'âge, etc. Et ceci nous permet de conclure sur la parfaite tolérance de nos extraits botaniques sur la peau et sur notre organisme. Eh bien, merci à vous les experts. La caractérisation n'a plus de secret pour nous. Enfin, et maintenant notre ingrédient va passer l'étape de la formulation.